Bonjour tout le monde. On va y aller avec la section 5.1 et 5.2. Donc, pour notre premier devoir, j'ai fait toutes les deux combinés, fait qu'on commence avec 5.1. On se rappelle hein, que dans le chapitre 5, on parle de la deuxième loi de Newton, F égale à ma. Donc, les forces résultantes, la force résultante est égale à la masse fois l'accélération. Fait que numéro 1, quelle est la grandeur de l'accélération d'un objet se déplaçant à vitesse constante? Fait que c'est sûr que si ma vitesse est toujours égale, ben ça veut dire que vitesse égale tout le temps et constante, ça veut dire que la somme des forces est égale à zéro newton. Et quand la somme des forces est égale à zéro, depuis qu'on a vu la première loi de Newton, ben dans ce temps-là, ça veut dire que mon accélération aussi, elle est égale à zéro, donc elle est nulle. Numéro 2. Si une seule force s'exerce sur un objet, son accélération peut-elle être nulle à un instant donc donné? Bien, c'est non, parce que si, là, dans le fond, donc mon objet, donc il y a une seule force donc, qui exerce sur elle, bien, c'est clair que habituellement, la somme des forces va être différente donc à zéro si elle a donc une accélération. Fait que si l'accélération donc est pas nulle, donc n'est pas égale à zéro, donc ça veut dire que la somme des forces non plus est égale à zéro. Fait que non. Donc, autrement dit, je vais avoir au moins donc une force qui va produire donc une accélération. Ça, c'est clair. Fait que si j'en ai juste une, elle peut pas être compensée. Numéro B, sa vitesse peut-elle être nulle à un instant donné? Ben oui, donc sa vitesse peut très bien donc être égale à zéro. Par exemple, lorsqu'on lance un objet en mouvement de projectile donc vers le haut, ben c'est clair là, que ma vitesse va diminuer en montant, va augmenter en descendant, puis au sommet, donc sa vitesse va être égale à 0 mètres par seconde. Fait que c'est clair que dû à la gravité, ben, il y a juste une force, donc il va s'exercer sur cet objet-là, un coup qui est lancé. Fait que c'est vraiment donc la force gravitationnelle là, qui peut être exercée. On peut en avoir seulement une. Numéro 3, lors du lancement d'une fusée, la quantité de carburant contenue dans ses réservoirs diminue constamment. Ça, c'est clair, puisque quand une fusée comme ça donc, est en orbite, ben, plus ce qui va monter, plus la masse de la fusée donc, va descendre, parce que le carburant est quand même donc assez lourd, malgré que sa poussée donc, du moteur donc, va demeurer donc, constante. Fait que la force motrice donc, va toujours être égale. Fait qu'arrivera-t-il à son accélération? Ben, l'accélération, on le sait, hein? F est égal à ma. Fait que si on isole le A, ben, c'est clair que l'accélération, ben, on le voit bien, là, ben, on n'a même pas besoin, donc, dans le fond, de l'isoler, là, on le voit super bien, donc, comme ça. L'accélération, elle est vraiment proportionnelle à la masse. Fait que c'est clair que si la masse de la fusée diminue, ben, l'accélération, elle, ben, va augmenter, hein, ça c'est clair. Parce que là, si finalement j'isole l'accélération, finalement, donc je vais le faire, la force va être égale, donc ben, l'accélération est égale à la force résultante divisée donc par la masse. Donc quand il y en a un qui augmente, ben, l'autre va diminuer puisque c'est inversement proportionnel. Numéro 4, un petit peu plus mathématique, donc plus le genre là, finalement de l'examen. Quelle est la force nécessaire? Donc, on demande toujours donc, la force résultante, là, ça c'est sûr, pour donner à un électron qui a une masse très petite de 9,11 fois 10 exposant moins 31 kg, une accélération de 3,5 fois 10 exposant 3 mètres par seconde au carré. Bien, là, on applique directement la deuxième loi de Newton, qui est la force résultante, est égale, force résultante, hein? On se rappelle que c'est toujours la somme des forces. Là, il y a juste une force qui est exercée ici, donc qui est égale à la masse fois notre accélération. Et on se rappelle hein, que des kilogrammes fois des mètres par seconde au carré. Ben, on n'écrit pas ça de même, là. Tu sais, là, quand on les multiplie, ça donne des newtons. Parce que l'accélération, c'est la même chose que ça ici, là, que des newtons sur des kilogrammes. Donc, c'est le même principe. On va voir donc tantôt. Fait qu'il faut vraiment savoir que la force est en newtons. On fait attention aux unités. Numéro 5, à l'aide d'un propulseur portatif, donc on a un astronaute qui exerce pendant un temps
Delta T, 5 secondes, une force constante sur un satellite qui a une masse de 550 kg, initialement immobile. Fait que ça veut dire que sa vitesse initiale est de 0 mètres par seconde, puis celui-ci va se déplacer sur une distance de 0,75 mètres. Nous autres, on veut savoir la grandeur de la force appliquée. Fait qu'on veut savoir donc la force résultante. Fait que si on veut savoir donc la force résultante, on va faire la masse fois l'accélération. Mais mot à dire, je ne connais pas donc l'accélération. Fait que pour aller chercher l'accélération, ben c'est sûr que étant donné qu'ici, on a affaire à un mouvement rectiligne uniformément accéléré, ben, je vais me servir de mes formules que j'ai utilisées dans mon chapitre 2, puis que je réutilisais un peu aussi donc dans mon chapitre 3. Genre de questions là, que vous pourriez avoir donc à l'examen. Fait que je vais me trouver une formule où est-ce que j'ai tout. Donc, j'ai vraiment donc tout ce qu'il me faut en considérant que notre vitesse initiale donc est de 0. Fait qu'il faut vraiment que j'aille me chercher une formule que j'ai pas donc de vitesse, tu sais, de vitesse finale, puisque tu sais, je la connais pas. Donc, la vitesse finale, je le sais pas. Fait que je vais y aller avec cette formule-là. Je vais combiner le delta, les x là, en delta x. Je sais aussi que ma vitesse initiale ben, est égale à 0. Donc, ce petit moton-là, 0 fois donc le temps qui va donner 0. Et tout ce qui me reste, là, c'est ça, là, finalement, donc ici. Et je vais aller isoler le A. Isoler le A, parce que moi, je cherche l'accélération. Fait que si j'isole donc le A, je vais le faire donc ici. Il me reste delta x est égal à 1 demi fois A fois delta t au carré. Fait que le contraire de diviser par 2, c'est fois 2. 2 fois mon delta x est égal à l'accélération fois delta t au carré. Le contraire de fois A, c'est divisé par A, divisé par A. Puis, ben, c'est clair qu'il ne m'en reste plus, donc des A. Et le contraire d'exposant 2, tiens, on va le mettre de même, c'est la racine. Donc, A est égal à 2 fois le déplacement divisé par le temps, donc au carré, puisque moi, je cherchais, mais là, j'étais en train d'isoler mon temps. Moi, je suis bien pas bonne. Donc, je suis allée isoler mon temps, donc ici. Hey, donc c'est vraiment pas correct, là. Donc, je vais effacer ça. Hey, c'est rare là, que je me trompe de même, là. C'est vraiment poche. Tiens, on va recommencer, là. Est égal à 1 demi fois A fois delta T, comme ça au carré. C'est le A que j'isole. Et moi, j'étais en train d'isoler le delta T. On faisait souvent ça, donc, dans le chapitre 2. Fait qu'on isole le A, donc le premier bout est correct. Le contraire de diviser par 2, ben, c'est fois 2. 2 fois mon delta x. Il va me rester ici A fois delta t au carré. Puis le contraire de A, donc de fois delta t au carré, c'est divisé par mon delta t au carré. Il ne m'en reste plus, ça c'est clair. Fait que dans le fond, A, on l'a ici, est égal à 2 fois delta x divisé par delta t au carré. On n'est pas obligé de mettre delta t là, en parenthèse, là, ça fait. Fait que 2 fois mon déplacement, qui était déjà en mètres, ça je suis vraiment, vraiment correct. Je divise par mon temps qu'on avait déjà donné ici, donc à la 2. Donc, autrement dit, divisé par 25. J'ai mon accélération, fait que je pogne mon accélération, je la mets là, puis ça va me donner donc ma force. Beaucoup de problèmes là, vont vous demander la force. Vous allez toujours avoir la masse, il va falloir aller chercher l'accélération avec une formule du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Vous allez voir, là, on va en faire plusieurs. Numéro 6, on nous dit, sur une planète lointaine, un extraterrestre soulève une pierre dont la masse, donc ça c'est la masse de la pierre, est de 7,5 kg. Si la force gravitationnelle exercée donc par la planète, le Fg, la force gravitationnelle ou le poids, c'est la même chose, Fg est égal à la force gravitationnelle, c'est la même chose, est égal au poids, ça c'est la même chose, et de 60 newtons, et que la force exercée vers le haut par l'extraterrestre, donc force extraterrestre, si on va mettre ça donc comme ça, est de 70 newtons, quelle sera l'accélération de la pierre? Fait que moi, je vais me dessiner un petit DCL, là, vraiment, vraiment à lettre, là, comme ça. Force vers le haut, force vers le bas. C'est clair que ma force G, elle tire vers le bas, donc c'est le poids, donc ma force G. Et elle est de
60 newtons. J'ai la force exercée par mon extraterrestre qui est de 70 newtons. Fait que si je vais chercher ma force résultante, on s'entend-tu qu'ici, ben, c'est considéré là, comme un négatif. Bien, si je fais 70 moins 60, tiens, je vais le faire ici. On le fait donc là, ici aussi, là, 70 newtons moins 60 newtons. Il faudrait que je mette toutes mes unités. Ça va me donner 10 newtons et c'est sûr que c'est vers le haut, hein, puisque positif vers le haut, négatif vers le bas. Donc, on peut peut-être aller écrire que c'est vers le haut, comme ça ici, ou rajouter donc un positif, mais tu sais, quand on ne met pas un positif quand c'est déjà positif, là, ça ne fait pas tellement donc beau. Nous autres, on veut savoir quelle sera l'accélération de notre pierre. Fait que nous, on va se servir encore de notre deuxième loi Newton. On cherche l'accélération, fait qu'on va aller isoler l'accélération. J'envoie le m en dessous, parce que le contraire de fois m, c'est divisé par m. Et tout ce que je vais aller faire, fait que je vais aller calculer donc tout ça. Pourquoi? Que j'ai fait une soustraction, donc ici. Ça, en passant, ce n'est pas une formule là, qui en est une, c'est une formule de logique. Le but, c'est d'aller toujours trouver la force résultante. Parce que dans ma formule, F est égal à MA, c'est pas n'importe quel F ici, là. C'est mon F résultant. Il faut que je fasse la somme de toutes les forces pour aller calculer cette formule-là. Fait que la somme de toutes les forces, c'est 10, je divise par la masse et j'ai mon accélération, tout simplement. On voit que tout s'emboîte. On va voir là, que tous les chapitres vont s'emboîter dans la mécanique. B. Quelle est la grandeur de l'accélération gravitationnelle sur cette planète? Le A, c'est-à-dire la grandeur de l'accélération de l'objet, s'il subit uniquement la force gravitationnelle exercée par la planète. Fait que nous, dans le fond, on veut aller chercher s'il y a juste la force gravitationnelle qui est exercée. Si finalement, là, j'ai plus donc la force de l'extraterrestre, qu'est-ce qui va arriver? Bien, je vais faire comme tantôt, sauf que je n'aurai pas besoin d'aller chercher ma force résultante, parce qu'on nous dit qu'il y a juste la force résultante de la planète là, qui est exercée. Fait que je vais faire ma force résultante, ma seule force que j'ai, je divise par ma masse. Bien entendu, si j'ai juste la force gravitationnelle, ça va exercer donc vers le bas, ça va me tirer vers le bas. Fait que c'est pour ça que ma force, elle est négative. Ou au pire, je vais juste remettre un négatif donc à la fin, où je spécifie que c'est vers le bas. Numéro 7, Jessica pousse sa petite sœur Karine assise sur un grand carton sur une patinoire. Si la poussée horizontale de Jessica, ça c'est la force motrice de Jessica ou la force de poussée de Jessica est de 132 newtons, pardon, et que son accélération est de 3 mètres par seconde, on veut savoir la masse de sa petite sœur, la masse de Karine. On considère qu'il n'y a pas de friction. Fait que s'il n'y a pas de friction, ben ça, là, ça deviendrait donc ma force résultante. La seule force qui s'exerce donc sur la petite fille. Parce qu'on sait que, admettons là, qu'on dessine un DCL, on le sait là, que la petite fille donc subit la force gravitationnelle, puis que le sol exerce en retour donc une force contraire. Fait que les deux s'annulent. Puis il y aurait donc la petite poussée, la force motrice donc de sa sœur. Puis on nous dit qu'on n'a pas de force de frottement. Fait que si on n'en a pas, puis ça s'annule, bien la seule force, dans le fond, autrement dit la somme des forces, donc résultante, c'est égal à la force qu'exerce finalement donc sa sœur. Fait qu'on va faire tout simplement la force divisée par l'accélération. Bien entendu, on a pris soin dans la formule F est égal à ma d'aller isoler mon M. J'ai envoyé mon A donc en dessous. Je divise les deux et à savoir que des newtons divisés par des mètres par seconde au carré, bien, ça donne des kilogrammes, tout simplement. Pourquoi? Parce que ici, là, des mètres par seconde au carré, là, c'est la même chose que des newtons divisés par des kilogrammes. Fait que newton s'annule, il va me rester des kilogrammes, là, mais à savoir qu'une masse en kilogrammes, c'est bien correct de même. Numéro 8, quelle est la force résultante? FR, nécessaire pour faire passer un skieur nautique dont la masse, j'ai de la misère avec ce mot-là, la masse est de 82 kg, de l'immobilité, fait que ça veut dire que sa vitesse initiale est égale à 0, à une vitesse finale de 15 mètres par seconde. Sur une distance, tout ça,
de 30 mètres. On considère que l'accélération est constante. Oh, fait que ça veut dire que c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Fait que il va sûrement falloir que je me serve de mes formules. C'est pas pour rien qu'on me donne tout ça. Fait qu'on va se servir de notre chapitre 2 pour nos formules, puis on va se servir aussi de notre deuxième loi, donc de Newton. Fait que F est égal à ma. Moi, si je vais aller chercher ma force, ben, je vais faire la masse de la masse de mon skieur, donc ça, je l'ai, fois mon accélération que j'ai pas, il va falloir que j'aille trouver. Fait que je suis allée me chercher une formule qu'en passant, je vais me servir souvent, 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 souvent. Je vais aller isoler le A. Donc, pourquoi, on peut écrire isoler. Pourquoi je me prends cette formule-là? Ben, c'est parce que je n'ai pas de temps. Puis, j'ai pas, donc non plus, ben c'est ça. Donc, j'ai pas de temps. Fait que je vais aller me servir donc de celle-là. Justement, donc j'ai l'accélération. Puis en plus, ben, on me donne la vitesse initiale, la vitesse finale. Donc, c'est vraiment parfait. Fait que si j'isole le A, ben, le contraire de plus VI à la 2, ben, c'est moins VI à la 2. Puis le contraire de fois 2 puis fois delta x, ben on divise par 2, on divise par delta x, puis ça me donne que mon A reste ici. Fait qu'on a notre formule finalement donc isolée là. Fait que je vais faire toute ma vitesse finale au carré, moins ma vitesse initiale, ben c'est clair qu'il est de 0, là, je ne suis pas obligée donc de le faire. Je divise par 2, je divise par 30, puis là, ben, c'est sûr que je m'assure que ce soit en mètres, ça l'est déjà. Ça me donne mon accélération. Mon accélération, je la rentre ici. Je pitonne, donc mon FR, F est égal à MA, deuxième loi de Newton, qui me donne 308 newtons. Puis le tour est joué pour notre numéro. Numéro 9, le graphique suivant montre l'accélération produite sur 3 objets. Objet 1, objet 2, objet 3. Différents, donc en fonction de la force résultante appliquée, détermine la masse de chacun des objets. Fait qu'on se rappelle que vu que F est égal à ma, je peux très bien aller chercher donc la masse en isolant donc le M. Donc, ce qui va faire, que ça va me donner F divisé par A est égal à M. Je vais aller calculer 3 fois donc la même chose, mais tu sais, avec, dans le fond, là, des positions là, que je me suis pris donc à botch, là. Fait que tu sais, c'est moi qui décide. Tiens, pour l'objet 1, bon, j'ai été avec des chiffres là, qui arrivent juste là, 2, 5, tiens, à 2 newtons, ici, là, 2 newtons, ben, j'ai une accélération de 5 mètres par seconde au carré. Après ça, ben, je vais me reprendre donc un chiffre là, qui arrive juste. Tiens, à 4, ça a l'air d'arriver juste. Je vais aller voir ça. Oui, ça arrive juste. Fait qu'on a donc le chiffre 4 newtons, la coordonnée 4 newtons, puis 4 mètres par seconde au carré. Puis, je vais essayer donc d'aller me chercher donc pour l'autre objet. Donc, encore là, tiens, un point qui arrive juste ici. À 5 newtons, ben, on arrive à une accélération de 2 mètres par seconde au carré. Fait que je vais diviser donc tout ça. Donc, 2 divisé par l'accélération, la force divisée par l'accélération pour chacun. Puis, je vais avoir donc la masse de chacun des objets. Oups, je n'ai pas encadré la bonne affaire. On va aller annuler donc tout ça pour encadrer les bonnes choses. Fait que c'est bien correct. Fait qu'on a la masse de chacun. C'est normal que la masse de chacun soit différente, hein, puisqu'on voit qu'on n'a pas le même taux de variation. Ah, fait que finalement, pour aller chercher donc l'accélération, on cherche donc le taux de variation, la pente. C'est ça qu'on vient de faire. Numéro 10, dernier numéro dans cette section-là. Ce graphique montre l'accélération produite sur un objet qui a une masse. Ah, nous autres, on a eu ça, donc les grammes. On va mettre ça en kilogrammes en divisant donc par 1000 de 800 grammes en fonction de la force résultante. Fait que c'est l'accélération en fonction de la force donc résultante. Acheter les graduations appropriées donc sur l'axe principal. Fait que là, on va aller calculer donc une des données. Hein, ça ne serait pas pire, tiens. Fait qu'on va commencer avec 1 newton. J'imagine que ça va graduer là, tout le temps pareil. Fait que nous, qu'est-ce qu'on cherche? C'est qu'on va aller chercher les graduations pour l'accélération. Fait que dans F est égal à ma, on va isoler le A. Un coup qu'on a isolé donc le A, ben tiens, on va prendre que la force est égale à 1. Force est égale à 1 newton.
considérant que ma masse, ben, elle ne change pas, là, force divisée par la masse, et ça va me donner l'accélération. Fait qu'on va y aller comme ça ici. Ça a l'air là qu'à tous les deux carreaux, ben, tu sais, je vais graduer de plus 1,5 mètres par seconde au carré. Je pourrais la recalculer avec 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons, mais je sais que ça va monter de façon proportionnelle, hein, puisque l'accélération, ben, c'est directement proportionnel à la force, d'où F est égal à ma, d'où que A est égal à F sur M. Fait que, tu sais, je le sais là, que ça va monter là, avec des pas de graduation là, qui sont vraiment, 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 donc égal, donc comme ça. Fait que ça ressemble à ça pour notre numéro 10. Et c'est le dernier numéro dans notre section 5.1. On va s'en aller dans la section 5.2, les DCL. Diagramme de corps libre, DCL, comme ça. Fait qu'on nous dit, on a 4 forces qui s'exercent sur une boîte. Fait que j'ai dessiné une boîte, un petit carré. Décrivez comment la grandeur de la force 1 se compare à la grandeur de la force 2 et comment la grandeur de la force 3 se compare à la grandeur de la force 4 dans chacun des cas représentés. Fait qu'on a déjà là, représenté les 4 forces. Pour vrai, là, il faudrait que les 4 forces là, arrivent ici à un point commun, donc dans le milieu. Que ce soit vraiment, vraiment beau, mais ça donne la même chose. Si nous autres, en A, la boîte se déplace vers la droite à vitesse constante. Fait que si là, on est à vitesse constante, ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. Ça, c'est notre première loi de Newton. Tout ça va s'emboîter, là, on n'oublie rien. Là. Fait que ça veut dire que la force 1 devrait être égale à la force 2, ça égale à ça, puis que la force 3 devrait être égale à la force 4 pour que la somme des forces soit égale à 0, pour que, dans le fond, la force résultante est égale à 0. B, si la boîte accélère vers le bas, bien, c'est clair que ça accélère vers le bas, les forces droite et gauche devraient être égales encore. Ça, c'est clair. Mais si ça s'en va vers le bas, oh, ben, il faut absolument que cette force-là, elles ne seront plus égales. Il faut absolument que cette force-là, la force 2, soit supérieure, c'est ça que je vais aller écrire, là, soit supérieure à la grandeur de la force 1. Donc, la somme des forces est plus égale à 0. Là. On avance, on se déplace. Il y en a une qui est plus forte que l'autre, puis c'est elle vers le bas. La boîte accélère à la fois donc vers la gauche et à la fois donc vers le haut. Fait que c'est vers la gauche puis vers le haut. Là, je vais tout annuler ça, là, parce que sinon, ça va venir vraiment, vraiment, vraiment mêlant. Tiens, je vais aller croiser mes forces. Ça fait plus chic de même, là, comme ça. Fait que la boîte accélère à la fois donc vers la gauche et vers le haut. Fait qu'on s'en va par là, là. Ça serait comme ma force résultante là, pour mon C. Fait que ça veut dire que la force 1 va être plus grande que ma force 2. On s'entend qu'il y a des petites flèches sur le dessus. Puis ma force 3, ben, elle va être plus grande que ma force 4. Ça, c'est clair. Hein? Ça, c'est sûr. Fait qu'elle va être plus grande, elle va être plus grande, plus, plus, plus. Fait que ce qui va faire en sorte que ça s'en va là, vraiment donc vers le haut puis vers la gauche. Numéro D, la boîte est immobile. Fait que ça veut dire que F1 est égal à F2, F3 est égal à F4. Fait que la somme des forces est égale à 0 newton. Autrement dit, que les forces résultantes sont égales à 0. Là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est la même chose qu'en A, quand la vitesse donc est constante. Ben oui, c'est la première loi de Newton. Qu'un objet soit immobile ou qu'un objet donc soit à vitesse constante, la somme de ses forces est égale à 0. Hein? C'est aussi facile pour un objet de rester immobile que de rester en mouvement constant si on n'a pas de force de résistance. Numéro 2 maintenant. Tracez le diagramme de DCL, le diagramme de corps libre. Le DCL, c'est ça que je cherche. Puis, ben, il faut nommer les forces, là, comme je veux, 1, 2, 3. Mais moi, j'aime bien les nommer avec des petites lettres, là. Une automobile est stationnée. Fait que là, vous pouvez dessiner une automobile, mais nous autres, on va dessiner donc un point pour l'automobile. L'automobile est stationnée, puis elle ne bouge pas. Fait qu'il y a certaines forces gravitationnelles qui s'exercent sur elle. Puis,
Le sol exerce une force en retour. Les deux sont censés être égales, là. Fait que, tu sais, ça veut dire que les petits carreaux vers le bas, c'est égal aux petits carreaux vers le haut, là. La somme des forces est égale à 0 puisque l'objet est stationné. L'objet, ben, c'est sûr qu'elle est immobile. Ça, c'est clair. On continue de l'autre côté. On veut dessiner le DCL d'une automobile qui accélère après avoir effectué un arrêt obligatoire. Bon, fait que ça veut dire que, bon, on s'en fout là, que si elle vient de faire un arrêt obligatoire, là, l'automobile accélère. Fait que c'est sûr que s'il y a une accélération, la somme de ses forces n'est pas égale à 0. L'objet est en mouvement, elle n'est pas donc immobile. Bien sûr, il y a toujours la force gravitationnelle qui s'exerce donc sur le taux. Il y a toujours la force du sol, du plancher, qu'on appelle la force normale, qui s'exerce donc sur elle. Ben ça, c'est la force gravitationnelle. Donc, c'est sûr que moi, au lieu d'écrire F1, F2, F3, moi, j'irais plus avec FG, là. Fait que force vers le bas, tu sais, moi, je l'aurais nommé, là, force gravitationnelle. Tu sais, là, on nomme les choses comme ils sont, là. La force 2, ben moi, tu sais, je l'aurais nommé FN. Pourquoi j'ai mis NN? Je sais pas. On va aller réécrire ça. Tiens. Fait que FN, la force normale. Tu sais, c'est vraiment plus chic, là, qu'au lieu qu'un F1, F2, F3, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Puis la force de traction, ben, tu sais, on peut l'appeler le FT ou force motrice, donc de l'auto. Fait qu'on écrirait force motrice. Admettons. Fait que c'est clair qu'on nous dit qu'il n'y a pas de frottement. Fait étant donné qu'il n'y a pas de frottement, qu'on n'en a pas parlé, ben, il y a juste la force motrice. Fait que c'est sûr qu'étant donné que cette force-là s'égale, la somme des forces au bas, donc, s'égalise. Il reste juste celle-là. Fait que l'auto, elle va avancer, tout simplement. Ici, deux personnes qui poussent donc sur une automobile. La première exerce une poussée horizontale. Fait que c'est la force de la poussée, tiens, de la personne 1. Puis l'autre, ben, exerce une autre force aussi, mais avec un angle de 15 degrés. Fait que force de la poussée de la deuxième personne comme ça. Bien sûr, mon automobile, là, il y a toujours la force G, la force gravitationnelle qui s'exerce sur elle. Toujours la force normale, donc, qui s'exerce sur elle, donc aussi. Fait que qui fait en sorte que les deux forces, donc, s'égalisent. Tout ce qui nous reste, ben, c'est clair, c'est ces forces-là, là. Fait que j'imagine que si on les mettrait à la queue leu-leu, ben, tu sais, ça ferait en sorte que ça irait dans le milieu, donc avec une force, donc additionnée. On aurait pu aller chercher, donc, les composantes aussi. Fait que moi, ben, je dirais ici que c'est la force, puis on met une petite flèche pour dire que c'est une force, là, force gravitationnelle, comme ça. Après ça, la force vers le haut, force normale. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça, donc, la force normale? Bien, la force normale, là, c'est la force que le plancher exerce donc sur la voiture. Parce qu'on s'entend-tu que la voiture, là, s'il y avait juste la force gravitationnelle qui tirait vers le bas, elle s'enfoncerait dans le sol, là, c'est clair. Fait que pourquoi qu'elle ne s'en va pas dans le sol, puis pourquoi qu'elle ne s'en va pas par là, hein, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment pas le cas, ben c'est parce que il y a une force normale là, qui va compenser donc l'autre force. Force exercée par la première personne, ben moi, je l'ai nommé FP1 puis FP2 là, pour la deuxième personne, mais vous les nommez comme vous voulez, il faut juste les décrire. Plus là, c'est précis, ben plus vous risquez d'avoir de points, ça c'est clair. Puis on va se revoir pour 5.3, tout simplement.